j'aimerais quand même remercier Miguel pour cette invitation. Et puis l'École d'architecture de Bretagne, c'est toujours un vrai plaisir de travailler, de partager un peu le travail de l'agence. Puis ça permet aussi d'avoir un regard un peu critique sur les projets. On est un peu tout le temps la tête dans le guidon à bosser sur les projets. Et là, c'est aussi essayer d'expliquer, transmettre pourquoi on a projeté de telle manière, telle manière. Alors, donc je suis Guillaume Maréchaux, je suis architecte associé à l'agence Brenac et Gonzalez. Donc, c'est une agence qui a été fondée dans les années 80 par Olivier Brenac et Xavier Gonzalez et qui compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs et dont 5 associés, donc Xavier et Olivier, les architectes fondateurs, Emmanuel Persson, Jean-Pierre Lévesque depuis une dizaine d'années et moi-même, donc le dernier en date depuis environ 4 ans. On a à l'agence une production qui est assez vaste parce qu'on aborde un peu tout type de programmes, que ce soit des programmes pour des publics avec des équipements culturels, du scolaire, des lycées, des collèges, des centres de formation, et une production pour de la commande privée qui se partage de manière à peu près équivalente entre l'immobilier de tertiaire, donc l'immeuble de bureau, la plupart du temps neuf, mais aussi un peu de réhabilitation, et du logement. Il y a beaucoup de logements. À l'agence, il y a une vraie culture du logement. Le premier projet de l'agence qui a permis de lancer l'agence des années 80, c'était une opération de logement pour des bailleurs sociaux à Cergy, et donc qui a permis de développer des typologies assez intéressantes. Donc, on a vraiment cette volonté pour chacun de nos projets d'essayer de développer des typologies particulières, la réalisation particulière sur la manière dont on vient dessiner les logements. Alors, dans le cadre de séminaire aujourd'hui, ce que je voulais développer en illustrant 3 projets de l'agence, c'est ce que je vais appeler un peu matière constructive. On a à l'agence un vif intérêt pour le fait constructif. On part un peu du principe que être architecte, c'est construire. C'est vraiment l'idée du souci du détail, du suivi de la bonne exécution. Finalement, tout ça, ça passe par une réflexion sur les systèmes constructifs et finalement comme matière à projet. Je dirais presque un peu au sens théorique du terme. L'idée, c'est que le fait constructif vient nourrir le projet, vient l'enrichir. C'est vrai que quand je parle de construction, ce n'est pas uniquement la structure, c'est aussi la matière, mais plutôt au sens large du terme, la texture, le traitement de la lumière. Finalement, c'est une notion relativement large. Et donc, finalement, cette intelligence constructive au service du projet, elle apporte des réponses à des questions qui sont des questions programmatiques, des questions de fonctionnement, des questions d'usage. Et donc, ça reflète assez bien, finalement, la manière de travailler à l'agence. C'est-à-dire qu'on a une position qui n'est pas du tout dogmatique. On part du principe qu'un projet, finalement, ça s'inscrit dans un récit. Et ce récit, il se nourrit d'un certain nombre de facteurs multiples, mais qui, en fonction des projets, peuvent être différents. Ça peut être le lieu, le contexte, l'aide d'ouvrage, l'économie de projet. Et donc, dans les projets que je voulais développer un peu aujourd'hui, finalement, on a un travail de la matière et de l'enveloppe, avec vraiment cette idée un peu de manipulation, d'expérimentation, où finalement, on arrive à des projets où la structure fait matérialité du projet. Donc, avec 3 expressions assez différentes, 3 contextes très, très différents. Alors, le premier projet, c'est un projet qu'on vient de livrer, qu'on a livré il y a 2 ans environ, dans le secteur Chapelle Internationale. Donc, c'est à proximité de la porte de la Chapelle, donc dans le 18e, dans le nord de Paris. Alors, ça s'appelle International, écrit à l'anglaise, puisqu'il est dit que ce quartier, finalement, c'est la porte d'entrée de Paris pour les gens qui arrivent de l'aéroport Charles de Gaulle quand ils prennent les voies ferrées. Donc, c'est un peu pompeux comme approche, mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher un peu sur ce quartier. Donc, on voit sur la partie gauche de l'image l'insertion dans le site. C'est un terrain clavé, c'est une ancienne friche ferroviaire de la SNCF, puisque c'est tout le faisceau ferré qui part de la gare du Nord et qui va vers Lille, Bruxelles, Londres. Et donc, on a un terrain qui est bloqué entre la rue de la Chapelle, qui est vraiment une rue très constituée parisienne, le boulevard périphérique sur la partie nord et le faisceau ferré qui est disposé à l'ouest. Et donc, on s'inscrit dans un lotissement, ce n'est pas une ZAC, mais qui est dessiné par l'AUC et qui définit une chose assez intéressante, qui est un peu les éléments de base du projet, c'est qu'on s'inscrit déjà dans un référentiel qui vient se diviser en 2 parties.
on a, pour ce projet, la nécessité de répondre à une certaine densité. Les terrains de cette dimension-là, à Paris, il y en a assez peu. Donc, dès qu'on vient construire, on doit répondre à une certaine densité. Et donc, on a des programmes complexes et programmes mixtes qui sont développés dans ce lotissement. Et on a, dans le cadre de notre projet, une imbrication entre un premier référentiel qui vient fabriquer finalement l'espace public, c'est-à-dire la notion de socle, que j'ai développée par la suite, mais qui constitue le monde bas. Donc là, on est sur un paire orthogonal qui vient reconstituer des voies qui vont être perpendiculaires à la rue de la Chapelle, reconstituer un réseau viaire qui vient finalement s'inscrire dans le dessin des voiries existantes du tissu parisien pour essayer de le prolonger. Et un autre, c'est ce qu'on aperçoit sur l'extrême droite, des volumes émergents qui semblent relativement indépendants puisqu'ils sont tournés à 45 degrés par rapport au socle. L'idée étant de finalement développer un monde haut qui vient tirer parti des vues exceptionnelles sur le grand paysage parisien. On bénéficie de la proximité immédiate des voies ferrées qui fait qu'on a des bâtiments, les voisins sont à distance très conséquente, ça permet d'avoir des vues très larges. Et dans cette imbrication et cette densité, on a des bâtiments qui montent relativement. Donc, notre projet, nous, c'est le OE, donc qui programme mixte, qui intègre un programme de type SO. Je ne sais pas si on entend parler, c'est quelque chose qui est assez à la mode, mais qui est assez intéressant. C'est un anglicisme qui veut dire small office, home office. Il s'agit en réalité de locaux d'activité qui sont associés directement à leur logement. L'idée de ce programme, c'est pour venir mon terrain qui était un peu enclavé, par la programmation aussi, arriver à activer les rez-de-chaussée et donc cibler des petites cellules d'activité pour des artisans, pour des professions libérales. Bon, je vous montrerai les plans, on verra, c'est un certain nombre de petites typologies qui viennent occuper le socle. Et donc, par-dessus, au-dessus de ce socle, on a deux volumes émergents qui montent à 50 mètres. C'est 50 mètres tout rond, puisque dans le PLU de Paris, pour cette partie de programme, on avait le droit de monter. Donc, on a parlé de tour dans ce projet, parce que 50 mètres à Paris, ça reste malgré tout une tour. Et donc, on a deux émergences, la E2 qui est construite par l'architecte marseillais Julien Montfort, l'agence Renoir, et notre agence. Donc, ça, c'est un visuel du projet. Donc, on voit ici un peu l'imbrication des différents programmes. On a sur la partie basse le socle SO. Donc, c'est un grand volume de béton gris coulé en place, un volume assez régulier. Je vous expliquerai par la suite. On a ensuite un registre intermédiaire. Ce qui était intéressant en question de ce projet-là, c'est comment on vient imbriquer deux programmes qui sont des programmes différents entre le SO et volume émergent, qui est un bâtiment de logement pour un promoteur. Deux programmes qui coexistent, c'est-à-dire qu'il y a une imbrication de flux, une imbrication structurelle, mais qui finalement ne communiquent pas sur le papier d'emploi. Ce qu'on trouve intéressant, c'est de voir comment on arrivait à mettre en scène cette imbrication. Et donc, on a travaillé un registre intermédiaire, c'est ce qu'on aperçoit au milieu de la tour, avec finalement des grands balcons filants, presque une espèce de soupape qui vient permettre de surélever le volume émergent. La question aussi de la hauteur, c'est la question de comment on vient habiter la grande hauteur, partant du principe qu'on n'habite pas de la même manière au deuxième étage, au 15e étage, au 16e étage. C'est pour ça qu'on a apporté une réponse un peu circonstanciée en fonction de ces strates. Alors, le volume du socle du SO donc, vient occuper une grande partie de la parcelle. Et donc, on voit qu'on est sur toute une série de petits volumes comme ça qui viennent s'inscrire dans cette grande mantille en béton. Donc, ce sont des volumes de tailles différentes. Donc, il y a une étude assez précise du bailleur qui commercialise ces éléments-là. Donc, c'est un projet pour la régie immobilière de la ville de Paris. Donc, il loue ses locaux d'activité. On verra sur le plan, associé à ce local d'activité, il y a un logement qui le surplombe. Et donc, on a des locaux qui font de 30 à 75 mètres carrés, qui viennent chacun un accès directement depuis l'extérieur. C'est vraiment l'idée d'avoir un lien évident avec l'espace public. Mais ce qu'on a développé ici, c'est une grande cour intérieure. On avait en tête un peu l'image du faubourg parisien, c'est un peu la cour d'artisan, c'est-à-dire la possibilité comme ça qu'il y ait une forme de porosité entre le local d'activité et puis un cœur d'îlot un peu vif, un peu attractif, un peu qui va générer un lieu d'échange et puis qui apporte finalement une réponse spécifique et une typologie qui est spécifique à la typologie du sol. Donc, on voit que cette grande artère, elle est coupée par un volume particulier, puisqu'on aperçoit la trace du volume émergent. Et donc, on est venu disposer le noyau de la tour
un peu dans l'axe de la circulation. Donc, on a des grandes parois vitrées qui permettent de passer au travers et de mettre en scène un peu les flux les flux entrants vers l'émergence et les flux des sauts. Et donc, on voit, là, c'est le plan du premier étage. Et donc là, vient toujours s'inscrire dans ce socle en béton, et avec cette fois-ci, associé aux cellules du dessous, des logements. Et donc des logements qui viennent prendre part dans ce socle qu'on est venu évider. L'idée, c'était de mettre en place une espèce de petit patio. Alors, on verrait sur les images un certain nombre de coursives. C'est de fabriquer cette intériorité qui puisse générer des espaces extérieurs, mais à l'échelle, finalement, de la copropriété. C'est-à-dire qu'il y a finalement plusieurs strates. La strate de l'espace public, la strate du hall, puis ensuite celle qui pourrait être l'espace partagé au sein du logement. Alors, on voit ici justement première imbrication des systèmes. Donc là, on regarde vers le jardin la cour qui permet l'accès au bâtiment. Et donc, on est dans ce grand volume béton architectonique qui vient finalement fabriquer une espèce de trame capable qui va accueillir les différents éléments de programme. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est tous ces éléments-là, finalement, ces évitements, c'est les effets de transparence, le lien qu'on peut voir avec ce qu'on aperçoit en perspective dans les niveaux, la tour E2, son niveau bas, c'est son hall. C'est d'avoir la mise en scène de ces interactions. Et avec également, à gauche, on voit un jeu de coursives métalliques qui vont venir desservir l'état. Et puis, je regarde de l'autre côté. Donc là, l'idée, c'est vraiment une cour relativement plantée. Alors bon, les photos sont faites à la fin du chantier, démarrage de plantation, donc c'est pas encore très luxuriant. Mais on imagine que cet espace va vivre et va devenir assez végétalisé. Mais on a donc dans ce cœur d'îlot ces grandes coursives qui sont un peu surdimensionnées. L'idée, c'est de pouvoir venir implanter depuis le logement, puis sortir des tables, des chaises, qui finalement sont un peu un lieu de sociabilité à l'échelle du sol. Et donc, on aperçoit, en partie basse, les grands locaux d'activité, avec toujours, sur toutes les faces, des éléments assez vitrés. Faire en sorte que finalement, ce socle soit des éléments assez poreux, par effet de transparence, on aperçoit l'espace public, on a quelque chose qui est très ouvert sur l'espace. Évidemment, l'imbrication des deux programmes, ça pose la question du surplomb. Donc, c'est quelque chose qu'on a un peu mis en scène et qui, pour nous, était assez intéressant dans ce projet, c'est de voir comment la tour vient se poser sur le sol. Et donc, on voit dans l'image de gauche la descente de la poutre qui vient tenir un peu l'élément de la tour, du poteau. Et finalement, cet élément-là, il est traversé par un jeu de coursive. C'est l'idée de venir mettre en place presque une espèce de parcours vraiment entre la surface et l'extérieur. Donc, on a un certain nombre de cadrages différents, tantôt sous la tour abritée, tantôt vers un patio planté, vers un jardinet avec la possibilité de s'ouvrir. Donc, ce qu'on aperçoit en bas à droite sur l'image, c'est cette imbrication des deux programmes. Donc, on voit que depuis le niveau rez-de-chaussée, par des effets de transparence, on voit soit dans le hall, soit plus loin que le hall, et possibilité aussi, depuis les coursives, de voir en surplomb sur le hall. L'idée, c'était de venir quand même donner une liaison visuelle entre les deux programmes. Alors, ce socle SOHO, finalement, il s'inscrit dans une logique qui est un peu plus globale qui est à l'échelle du lotissement, puisque l'idée, c'était de venir fabriquer finalement une trame de béton qui vient générer comme une espèce de référentiel pour cette programmation. Donc, on a un certain nombre de workshops avec l'urbaniste, l'UC, et avec les architectes des lots voisins, pour mettre en place une trame assez réglée. Donc, on est sur 2 niveaux, 7,50 m, un pas de 5,80 m, des largeurs de trumeaux de béton, une expression d'assemblage comme ça d'éléments en poteau-poutre relativement simples qui vont mettre en valeur des grandes baies très vitrées. Et avec petite particularité, c'est l'idée qu'on ne vient pas trouver d'éléments ouvrants dans les châssis vitrés. Ça nous permet, dans les étages, d'éviter tout garde-corps ou traverse dans le vitrage. Donc, ça permet de mettre en place des grands châssis vitrés de 2,70 m de hauteur, sans éléments qui viennent les recouper. Ça permet de retrouver, puisqu'on a codé dans d'affiner les menuiseries et d'être plutôt sur les ouvrants, dans les éléments qu'on perçoit en plein ici. Une trace légère des joints de découpe des éléments. Donc là, c'est des éléments de remplissage en aluminium dans lesquels on trouve des fenêtres, des volets. Et avec un jeu sur le positionnement de nus dans
béton. L'idée, c'est d'utiliser quand même cette épaisseur de façade pour venir générer des peu de vibrations, des effets de profondeur, des ombres, et qui vont, dans un registre finalement très régulier, très normé, générer cet effet de diversité de façade. Alors maintenant qu'on a vu le monde bas, ce qui est intéressant, c'est aussi la question de comment on a travaillé ce monde. On a exprès travaillé un effet de rupture dans le traitement, mais avec quand même le dénominateur commun d'exosquelette comme ça en béton. Donc là, c'est un exosquelette de béton blanc qui vient générer une espèce de trame capable qui va contenir les volumes émergents, donc qui monte jusqu'à 16 niveaux. Et donc, cet exosquelette de béton blanc, il a une certaine épaisseur. Et ça permet de mettre en place une trame très régulière. Dans cette épaisseur, on est venu intégrer tous les éléments d'usage, de variété, de diversité qui vont permettre d'intégrer tous les éléments domestiques des logements. Ça nous permettait aussi, puisque assez vite, on s'est posé la question, la réponse à la densité, la réponse à la hauteur, c'est finalement d'être dans une forme aussi un peu d'abstraction de la façade. On travaille sur des programmes de cette densité-là, on a un peu toujours la hantise de la lecture de la fenêtre de la chambre, la fenêtre du séjour, qui donne à lire vraiment la superposition de tous les niveaux, où on peut compter très facilement les éléments et ce qui donne la lecture de la grande échelle. Et donc, ce qu'on trouve intéressant avec ce registre-là de béton et de son épaisseur, c'est qu'il permet de générer un premier plan qui va quasiment fabriquer un motif et dans lequel on a ces éléments de diversité. Et puis surtout, ça nous permet, toutes ces alvéoles sont des éléments plus de remplissage, puisque toute la structure porteuse est à l'extérieur. Et donc, tous ces éléments de remplissage, ça permet d'accueillir les menuiseries bois, les volets bois, dans les loggias, ponctuellement, dans le programme des jardins d'hiver, avec l'idée de pouvoir fermer cette loggia et se protéger toute l'année. Alors, on a, contrairement au socle du seau, qui était un élément coulé en place, on a travaillé avec un préfabricateur sur ces éléments de béton. On souhaitait apporter à cette émergence finalement une aspect très noble au béton. Et l'avantage de la préfabrication, c'est que ça nous permettait de venir vraiment dessiner les pièces et dans une logique d'assemblage. On a travaillé finalement le calpinage, mais aussi on a travaillé la teinte du béton. Ce qu'on aperçoit ici, c'est un béton blanc qui est du ciment blanc, mais on lui a donné une légère teinte pierre et une matrice travertin qui reprend un peu l'identité. On voulait donner quand même si c'est une expression très contemporaine qui sort du registre de hauteur classique des bâtiments parisiens, les caractères un peu parisiens avec cette matrice travertin qui en plus a l'avantage d'avoir un effet qui s'accentue un peu avec la pollution, la présence immédiate du périphérique. On trouvait ça intéressant que ce béton ne soit pas un élément lisse, très blanc, très technique, mais qui ait des effets de matière. Et ce qui était intéressant aussi, compte tenu de ces dimensions, c'est que finalement, entre notre dessin de départ et la nécessité structurelle, on a pu éviter légèrement les éléments. Et travailler comme des systèmes un peu comme on a pu faire avec des pierres, de négatifs, d'éléments de mode et nature qui, dans l'épaisseur, vont donner de la finesse et comme un espèce de dessin de façade qui enrichit. Alors, on a plusieurs situations dans cette mantille. Donc là, c'est une situation. Donc, on voit cette trame très réglée avec un pas très réglé. Donc, c'est un assemblage de 8 mètres environ et de poteaux qui font un pas d'étage. Et donc, ça vient accueillir ce qu'on a appelé la fenêtre à vide. Quand on se posait la question d'habiter de la grande hauteur, on avait cette image, je sais pas si vous avez vu ce film Lost in Translation de Scarlett Johansson qui est assise sur le bord de la fenêtre, qui regarde le grand paysage tokyoïte. C'est sûr qu'on n'est pas à la même hauteur, là, on est à 50 mètres, mais on avait cette idée quand même de ce rapport un peu contemplatif depuis le logement. C'est un peu dommage de ne pas pouvoir bénéficier et surtout de profiter de l'épaisseur de cette structure béton qui génère une épaisseur de façade qu'on aperçoit sur la droite, donc qui fait vraiment un rebord habité. On est venu disposer des grands châssis d'1,80 m par 1,80 m, donc sur une neige, et qui viennent alors avec un peu de variation, c'est-à-dire qu'on a fait un symétrique du plan d'un niveau sur l'autre, qui nous permet de venir disposer le châssis au nu extérieur et donc de profiter de toute cette épaisseur. Cette épaisseur de béton, elle nous permet aussi de venir intégrer le volet bois, donc on est sur des volets sectionnels. Avec la grande hauteur, il y a la question de la tenue, de l'arrachement au vent. Et donc avec cette grande épaisseur, ça nous permettait de venir l'intégrer dans une épaisseur construite, donc ce qui limitait ce qui empêchait
finalement le porte-à-faux et le débord vers l'extérieur. Et aussi, ça réglait les problématiques qu'on aurait pu avoir de coulure avec des éléments qui seraient débordants sur le béton avec le tanin du bois. Alors, autre situation, la loggia. Donc, on a un système qui est très répétitif, qui vient se développer sur toutes les faces. Donc, cette épaisseur de poutre de béton vient fabriquer à l'ège. Ce qu'on trouve intéressant, c'est finalement, ça permettait de venir équiper ces loggias. Donc, comme on voit un peu sur la coupe, ça devient une banquette. Donc, on est venu mettre un platelage bois sur l'élément béton, un peu surélever le garde-corps pour qu'on ait quand même un aspect quand même assez sécuritaire si on monte sur la banquette. Ça permet aussi, puisque on travaille avec les ingénieurs structure sur finalement c'est un assemblage de 2 pièces qui nous permet d'avoir un peu de vide. Et dans ce vide, on intègre de la terre. Ça devient des jardinières. Ça permet de venir planter cet élément latéral. Et ce qu'on aperçoit ici, mais qu'on va remettre sur les places après, et dans les poteaux, pareil, le poteau, c'est un élément en L. On est venu intégrer un placard qui permet de venir générer un élément de rangement. Et puis surtout, de venir descendre toutes les eaux pluviales. Parce que quand on a la nécessité de reprendre toute l'eau des loggias, mais aussi, compte tenu de l'épaisseur de la trame horizontale, tous les éléments horizontaux ici sont repris par un chéneau qui est repris dans le poteau totalement. Donc, finalement, on a une très grande complexité dans cet élément architectonique, mais qui surtout se fait finalement au service de l'usage. Ça règle la pratique des eaux, ça génère un placard, ça génère une assise, ça génère une jardinière. Et donc, on a ici, alors c'est un habitant qui a un peu surjoué, je pense, la part du végétal avec un certain nombre de jardinières. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir un peu les différents dispositifs. Donc, on voit le grand paysage parisien, la banquette, la jardinière, le placard qu'on aperçoit légèrement. Et puis, le système constructif qui reporte la charge en l'angle, ça nous permet d'avoir un châssis, qui est un vrai châssis d'angle sans poteau, relativement fin, et donc d'avoir comme ça des choses assez vitrées. Alors, pour ce projet, on s'est inscrit dans un plan, une forte densité malgré tout. Donc, c'est un carré de 25 mètres par 25 mètres. On a à l'agence un peu cette obsession quand même d'apporter de la qualité aux espaces partagés, puisqu'on a évidemment apporté une attention particulière à développer des espaces extérieurs pour une très grande partie des logements. On a un peu cette hantise de l'escalier qui se trouve en partie centrale du bâtiment, qui n'est pas éclairé, et puis surtout dans ce genre de programme, on a 17 niveaux à monter, l'escalier, c'est un élément qui n'est pas du tout qualité. Donc là, on a essayé de le mettre en façade, ça devient vraiment un élément architectural, puisque ça permet de bénéficier des vues généreuses sur le grand paysage parisien. Et puis ça génère aussi une espèce de grande césure dans la tour, qui vient non plus donner lien à un seul bâtiment, mais 2 éléments plus élancés. Et puis au travers de la porte, ça nous permet de venir apporter de l'éclairage naturel sur la circulation, puisqu'on a une circulation qui est traversante. On a sur la partie haute du plan, ce qu'on a mis en place tous les 2 niveaux, c'est que donc on a depuis ce site des vues assez extraordinaires sur Montmartre, sur le Sacré-Cœur, et on trouvait intéressant que les logements qui se trouvent à l'angle opposé n'ont pas la vue, donc pourquoi pas la donner depuis la sortie de l'ascenseur puis style l'escalier. Donc on est venu disposer de grands châssis vitrés et un espace partagé, qui est un espace qui vient, on aperçoit sur l'image de gauche, évider un peu cette trame. Et donc on est dans la faille ici, donc c'est un espace accessible pour les habitants. C'est pas énorme, c'est une quinzaine de mètres carrés. Et on est venu disposer des jardinières, on a des filins qui permettent de monter de la végétation. Et c'est finalement un peu la mise en place d'un espace appropriable par les habitants, mais vraiment à l'échelle de la tour, puisque ce n'est pas, évidemment, pas ouvert au public. Alors, là, je vais passer à un autre projet qui est dans un contexte très différent, mais qui a certaines similitudes par rapport à un rapport justement sur la matérialité, sur une trame béton qui vient fabriquer finalement l'architecture du bâtiment. Donc, c'est un projet qui se trouve à Bordeaux, Quai des Champs, donc qui s'inscrit dans un programme mixte, puisque c'est une opération, on a un bâtiment de bureaux pour le constructeur Fayat, qu'on est en train de construire, une opération de logement social donc, réalisée par l'EBAR Seigneurin, et une opération de logement, donc j'ai détaillé, d'une centaine de logements pour un promoteur privé. Donc on a un site assez extraordinaire, puisqu'on est à proximité immédiate de la Garonne,
On a des vues sur Bordeaux historique, donc avec ici le quartier Saint-Michel, le pont de Pierre, un panorama qui est un peu l'élément clé du site et du projet. Donc, assez vite, on avait cette idée que il fallait absolument que depuis les logements, on puisse mettre en place des grands cadrages, des espaces extérieurs qui puissent faire profiter très rapidement, enfin, un maximum de logements de ce panorama. Sachant que, comme on est à proximité immédiate de la Garonne et qu'il y a un espace planté qui est intermédiaire entre la Garonne et le bâtiment, on a cette certitude qu'il n'y aura jamais de bâtiment construit devant. Alors, la contrepartie, évidemment, c'est la grande visibilité depuis les quais. Donc là, c'est vu depuis les quais du centre historique de Bordeaux. Et donc, on a dans ce programme développé trois bâtiments. Donc, l'immeuble de bureau sur la gauche, je ne vais pas développer aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y a pas le temps. Et donc, l'immeuble de droite, c'est une opération de logement donc, qui vient c'est un bâtiment linéaire sur 4 niveaux réguliers, qui prend face de manière un peu frontale face au canal. Et donc, pour travailler, pour casser cette frontalité, on est venu travailler 2 émergences, une côté ouest qui monte à R+8 et à l'est qui monte à R+10. Et ce volume, il est détaché du sol pour des raisons de réglementation liées au risque d'inondation. On avait cette obligation de venir vraiment surélever le bâtiment pour qu'il y ait une transparence hydraulique. Et donc, ça nous permet, on verra après, de travailler aussi cette idée qu'on a un bâtiment qui ne fabrique pas un front bâti, mais depuis l'espace public, une grande porosité, avec une transparence qui donne à lire, c'est sur une vue qui serait plus perpendiculaire à cette image-là, mais le cœur d'îlot qui est un jardin planté. Alors, donc, très rapidement au plan, donc ça c'est sur les niveaux bas, donc le quai se trouve en partie sud, sur la partie basse, donc on voit qu'on a en premier plan des grandes loges qui sont de dimension très généreuse, on est sur 3 mètres de profondeur, donc on a pour tous les logements des espaces extérieurs qui sont relativement généreux. Alors, une chance, c'est que c'était dans le cahier des charges du maître d'ouvrage, parce que ça parfois qu'on soit très limité sur l'espace extérieur. Là, c'était vraiment une volonté d'avoir des surfaces très conséquentes. Et on voit, là c'est un angle de vue, on voit un peu le traitement qu'on a fait pour les émergences. C'était l'idée de venir un peu sculpter cet élément-là, une espèce de canyon, et avec un gradinage. Et ce gradinage, il permet de générer des terrasses. Les terrasses qui vont permettre à des logements qui seraient peut-être en second plan d'avoir également des vues sur le canal. Et ça permet également, alors sur cet angle de vue, ce n'est pas flagrant, mais c'est comme ça que c'est disposé en plan mat. Le bâtiment de l'Ébar qui se trouve sur la gauche, finalement, il est plutôt dans l'axe de l'évidement, de telle manière à ce que les logements qui sont en second plan ne soient pas punis à être en second plan, qui bénéficient aussi de vues généreuses au travers du bâtiment. Donc là, on voit le plan. Alors, finalement, il n'y a plus de plan type à partir de l'émergence, puisqu'on a un effet de gradinage qui vient affiner le bâtiment disposé sur la porte. Et donc, finalement, ces différents cadrages, ça exprime assez bien notre volonté sur le projet, c'est-à-dire mettre en place des situations différentes, des cadrages différents en fonction des logements. C'est-à-dire qu'on n'est pas, tous les logements ne sont pas identiques. On a des terrasses différentes, des orientations différentes. Élément un peu en filigrane, c'est vrai que je n'ai pas développé ici, mais je vais vous expliquer, c'est la mise en place de cet exosquelette de béton blanc. On est parti sur cette idée de venir générer, côté quai, une grande mantille qui vient accueillir des grandes loggias. Ce que j'expliquais, l'idée d'avoir des espaces extérieurs généreux, prolongement du logement, c'est la salle à manger d'été, c'est un élément qui permet de faire en sorte que les logements montent leur surface. Et ce qui était important aussi, c'était dans la mise en place de cette mantille, c'est qu'elle exprime plusieurs choses. Déjà, qu'elle soit finalement l'expression un peu d'une géométrie et d'un dessin qui vient fabriquer une abstraction de l'échelle du logement qui est derrière, puisqu'on a la mise en place comme ça de ces trames rectangulaires qui ont la particularité de venir s'affiner au fur et à mesure qu'on monte des niveaux. C'est aussi un peu l'expression de la logique structurelle, c'est-à-dire que les niveaux bas qui ont besoin, pour les poutres et pour les poteaux, de dimensionnement plus important sont plus épais, et cette mantille vient s'affiner dans les niveaux inférieurs. Donc, pour ce projet, on a travaillé avec
préfabricateur local, puisque, alors c'était très vrai à l'époque, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais avec l'ancien moment où on a fait le projet, l'ancienne municipalité, Bordeaux, c'était la ville de pierre. À partir du moment où on construit à Bordeaux, il faut exprimer la pierre, encore plus avec la proximité de la Garonne. C'était cette teinte sable, cette teinte qu'il fallait exprimer. Nous, dans le dessin du projet initial et de cette grande mentier, il y avait une forme d'évidence de dessiner ça en béton. Les échanges avec la ville, on nous demandait de construire ça en pierre. Par rapport à ce dessin, ces grandes portées, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable. Donc, on a travaillé avec un préfabricateur local qui utilise du sable d'une carrière locale qui vient légèrement teinter ce béton de manière naturelle et qui lui donne cette teinte un peu sable, alors qui varie en fonction de la lumière, hein, parce que quand le soleil est très intense, on a quelque chose qui est très blanc. Quand il fait un peu moins beau, c'est une tendance un peu plus jaune et ça reprend vraiment la teinte de la pierre bordelaise. Et avec également sur ce projet-là un traitement sur la surface, puisqu'on a ce qu'on aperçoit sur l'image de droite, un travail sur le sablage du béton. Alors, même si les éléments étaient préfabriqués, c'est-à-dire que tout le sablage s'était fait manuellement une fois que les pièces étaient préfabriquées. Donc, on a des effets plus ou moins marqués de sablage, qui était assez intéressant parce que ça donne à la matière finalement une espèce de vibration. Ça veut dire que certains défauts, entre guillemets, ça apporte de la matérialité et de la présence. Donc, un zoom un peu sur cette mantille. On a joué aussi en contraste avec la matérialité du béton, du reflet des garde-corps vitrés qui viennent travailler justement en présence d'un premier plan, second plan, puisque ce qu'on aperçoit ici, c'est que les alvéoles qui ne contiennent pas de garde-corps, sont des alvéoles qui sont des doubles hauteurs pour les loggias. C'est très intéressant aussi que depuis le balcon, on est ponctuellement des zones où on a une double hauteur, on a plus de lumière que certaines zones où on est sur le bas étage. Alors, assez vite, l'évidence était que ce projet, ce n'est pas uniquement une mantille sur le quai et puis le reste du bâtiment qui se développe derrière. Il fallait que cette logique d'éléments préfabriqués, elle se développe surtout pour que ça génère un bâtiment en béton blanc, monolithique, mais qui exprime cet assemblage structurel comme ça qui vient dessiner un mantille. Et donc, ce qu'on aperçoit sur cette image, c'est une photo en entier, c'est sur un des pignons sur la façade est, donc c'est des façades où on a un peu moins d'épaisseur, puisque les espaces secteurs sont disposés côté quai. Et donc, on a dessiné des éléments préfabriqués qui viennent s'emboîter et avec l'expression aussi sur ces façades des poteaux et des poutres qui reprennent le dessin de la façade sur les quais. Et donc, on voit ici finalement deux teintes de béton. Initialement, dans la première période de construire, on avait deux bétons de teintes différentes. Et en travaillant les sablages avec le préfabricateur, on s'est rendu compte qu'on pouvait juste jouer sur un béton lisse, un béton sablé, pour arriver à fabriquer cette nuance. Et ce qui était plus intéressant avec cette nuance, qui est finalement une nuance assez discrète, c'est qu'en fonction des heures de la journée, en fonction de la lumière, de la prise de la lumière, on va avoir des choses qui sont plus ou moins accentuées et qui donnent un petit peu plus ou moins de subtilité. Donc là, on est sur une des façades qui est perpendiculaire au quai. Donc là, avec cette lumière, on voit bien la distinction entre les horizontales et les poteaux qui sont sablés et les panneaux qui, eux, sont lisses. Et donc, avec sur cette façade, dans la continuité d'expression de la mantille côté quai, on est venu ressortir les quelques logements qui seraient plutôt en partie centrale, des grandes loggias qui vont de manière perpendiculaire aller regarder les quais, hein, et puis prendre la lumière du sud. Et on est venu également éviter les angles pour vraiment avoir un bâtiment qui se retourne. Il n'y a pas un avant, en arrière, mais c'est un bâtiment unitaire. Alors, je ne vais pas détailler tous ces éléments-là, mais ce qui était assez intéressant, c'est pour ça que je vous disais en début d'introduction, le souci du détail, c'est qu'on a eu la possibilité vraiment d'avoir un vrai suivi sur tout le chantier. Donc, on a travaillé avec l'entreprise, tous les détails d'assemblage, que ce soit les têtes de panneaux, les pieds de panneaux, les épaisseurs des joints. Élément intéressant, le traitement notamment d'angles, c'est que finalement, il était important de venir nourrir l'intelligence du projet avec le savoir-faire de l'entreprise par rapport à la mise en œuvre, par exemple. Pour les angles, le risque des arêtes cassées, on a généré un petit chanfrein sur les épines pour éviter d'avoir des arêtes trop saillantes. Donc finalement, tous ces éléments-là, ça a aussi dessiné l'identité de l'architecture, c'est le calepin, la dimension de pièce. Et donc, si on regarde sur ces photos, on voit pour chantier les assemblages. Le calpinage, il a initialement été dessiné
au bureau de manière très théorique. Et puis après, il a fallu travailler avec l'entreprise, parce qu'en fonction, on a des pièces qui sont ce qu'on appelle de taille assez conséquente, donc avec parfois des poutres qui font jusqu'à 8-10 tonnes. En fonction de leur positionnement par rapport à la grue, ça a conditionné le calpinage. Ce qu'on voit sur la droite, c'est le traitement d'un assemblage entre deux éléments. Tous ces éléments-là, finalement, ça participe à l'identité du projet, puisque ça lui donne son caractère vraiment de sa structure. Et donc, voilà, ici, on voit l'expression d'assemblage d'éléments avec une lumière un peu moins marquée, où la subtilité entre le sablage et les éléments de teinte et les éléments lisses est plus subtile. Et puis aussi, en fonction des moules, en fonction des éléments, on n'a pas forcément toujours la même teinte. Ça génère certaines richesses et une diversité à l'échelle de la façade qui nous a plu, parce qu'on n'est pas sûr. Voilà. Il y a une forme un peu d'expérimentation de la préfabrication. Ce n'est pas une valeur sûre, hein, il faut essayer d'activer un peu tous les paramètres, mais malgré tout, il y a ce qui est sorti du moule qui nous a apporté un peu ce rendu. Donc là, on est côté intérieur, donc on voit ce bâtiment de liaison entre les deux émergences, le jardin et puis cet effet de transparence, et on voit bien le jeu de gradinage qui vient sous ces portiques générer des grandes terrasses pour les logements. Alors, dernier projet que je voulais vous présenter. Alors lui, il est dans un contexte très différent, système constructif assez différent. Donc c'est un projet ici, les Moulineaux, dans la ZAC Léon Blum. Donc c'est le sud de Paris, porte de Paris immédiate. Et c'est dans un secteur du Grand Paris Express, donc future ligne 15, qui est en chantier. L'arrivée de ces nouvelles lignes, c'est une ligne circulaire qui vient connecter toutes les communes satellites de Paris, les connecter entre elles. Ça permet évidemment de redynamiser certains territoires, de venir, ça les transforme et ça crée une réelle attractivité, puisque tous ces moyens de transport permettent de les connecter de manière assez évidente. Et donc, c'était un projet urbain, donc on a gagné l'aménagement. Donc, c'est le LOA qui se trouve ici. Alors, je ne vais pas développer, mais je vais parler du premier lot. C'est un programme complexe d'imbrication d'une école, une école maternelle de 12 classes, et d'une centaine de logements. Et donc, pour ce projet, la problématique, c'était de régler cette imbrication d'un niveau, l'imbrication fonctionnelle, l'imbrication structurelle, et aussi la question de l'identité de ces éléments-là. Comment est-ce qu'on arrive à donner un lien à la présence de l'équipement sans être écrasé par la présence des logements. Donc, on a opté pour deux identités architecturales et deux expressions structurelles très différentes. L'école maternelle, qui constitue le socle, c'est vraiment le rapport immédiat avec l'espace public. Et donc, un peu comme ce qu'on a fait de la Chapelle, on est sur une structure en béton, et donc une structure assez réglée, avec une trame régulière qui vient à répondre aussi à un programme avec la répétition des salles de classe. Hein, c'est des éléments qui sont assez normaux, avec l'idée de grandes ouvertures, de grands châssis bois qui viennent en écho au volume émergent, qui sont deux bâtiments qui sont découpés finalement en quatre volumes qui sont tout en ossature. Donc, on vient monter à 9 niveaux. Et donc là, on a plancher, mur et refond intérieur en construction. Donc, on voit une coupe de principe. Donc, c'est comme je disais, dans tous ces secteurs Grand Paris Express, des secteurs qui sont relativement denses. C'est l'expression de la ville dense, l'imbrication des programmes. Et donc, on voit là cette coupe donc de l'école qui vient se développer sur 2,5 niveaux et surplombée par les niveaux de logement, donc avec partie centrale, partie latérale, la cour d'école. Et puis, tout ça vient s'intégrer au-dessus de 2 niveaux de parking. Alors, c'est une photo du chantier. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui doit normalement être livré à la fin de l'année. Et donc, on voit le volume de l'école commence à se dessiner, les émergences en bois. Donc, je vais développer un peu par la suite. Et donc, on voit ici, là, c'est une vue. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est qu'on est dans un quartier qui est vraiment chantier de partout, parce que là, c'est vu depuis un autre chantier voisin, donc, sur lequel on a également la maîtrise d'œuvre. Donc, on voit bien cette superposition
de deux programmes et donc deux logiques structurelles très, très différentes. Donc, pour le socle de l'école, puisque la question aussi de cette réponse structurelle, c'était on a deux programmes qui ont finalement des fonctions et des trames qui sont assez peu compatibles. On avait un plafond d'auteur qui était relativement bas, donc il fallait pouvoir générer un socle qui soit capable d'accueillir une descente de charge sur tous les niveaux des émergences, mais aussi de faire en sorte que les émergences soient des éléments relativement légers, entre guillemets, parce qu'on est quand même à 9 niveaux. Et donc, c'est pour ça qu'on a opté pour un socle en béton qui vient reprendre les 10 niveaux de bois, donc beaucoup plus léger que si on avait fait ça en structure métallique ou en béton, et avec aussi une possibilité un gain de temps dans l'assemblage, dans le montage, qu'on trouvait relativement intéressant. Alors, là, c'est un petit focus en zone chantier sur la mise en place de ce socle bois, où là, on est sur sur socle béton, pardon. On est sur un béton architectonique gris, avec, pareil, là, on a bien à l'agence un peu sculpté le béton, parce que c'est quand même un matériau assez extraordinaire qui permet de faire ces choses. Et donc, on est sur les poutres et finalement les éléments de linteau qui n'étaient pas nécessaires structurellement, plutôt venir fermer la baie. Hein, on est venu générer cet élément, ce petit négatif-là, ce tamponnement au niveau de l'imposte, qui vient générer une ombre et qui donne de la profondeur, un rythme et un dessin à la façade, qui est presque un élément de nature assez simple, juste sur une imbrication. Les poteaux sont coulés en place et on est sur une préfa foraine, puisqu'on a des poutres qui sont coulées en place et disposées ensuite sur les poteaux. Et donc, dans ces grandes alvéoles, on vient rentrer dans ces grands châssis bois, donc c'est des grands châssis tout hauteur, et donc avec un système de grands cadres en mélèze qui viennent fabriquer, qui viennent faire brise-soleil. Donc là, on voit donc une classe un peu type, donc c'est des choses avec des châssis très réguliers, donc ces grands châssis bois, des grandes dalles alvéolaires qui génèrent des grandes portées. Alors, bon, très vite, hein, le plan de l'école, donc l'école elle se développe sur 2,5 niveaux. On est sur un terrain de taille très, très restreint, donc il fallait dissocier l'école en deux parties. Donc, c'est une école maternelle 12 classes. On a dissocié les grands des petits. Les petits, c'est forcément rez-de-chaussée, il n'y a pas de possibilité de venir monter à l'étage. Donc, on est venu travailler malgré tout un volume qui se détache très légèrement du niveau de la rue. On aperçoit qu'on a une rampe au niveau de l'accès. Tout le monde ne rentre pas à la rampe, donc c'est une rampe à 5%, qui permet de venir pour les locaux. Alors, c'est ce qu'on appelle la BCD, mais c'est une forme de bibliothèque un peu pour les petits, qui est dans l'angle, qui est certes en rapport avec l'espace public, hein, parce qu'il y a l'idée de l'équipement qui vient quand même affirmer sa place dans l'espace public, mais qui est surélevé d'1 mètre, plus le niveau d'allège, de telle manière à ce qu'on n'ait pas la vision depuis l'espace public sur les salles de classe, sur les équipements. Et donc, on vient s'entourer autour d'une première cour, une cour centrale, et espace de restauration d'ici des petits, et sur la partie est, toute la partie logistique de la cuisine, avec un mont de charge dédié qui permet de venir desservir l'espace des grands. On a dissocié la restauration en deux. Donc là, l'espace des grands qui se développe en L autour de la cour des petits, et puis une cour avec le préau ici. Et donc avec sur la partie périmétrique toutes les salles de classe et la restauration qui se retrouve. Et donc par-dessus, on a deux immeubles de logement. Donc c'est 54 logements les deux. On est venu glisser en quinconce afin d'avoir quand même essayé de faire en sorte qu'on ait des vues qui sont dégagées, des vues lointaines depuis les logements. Et donc, on a également ce petit effet de pincement en partie centrale. C'est un peu un dispositif pour essayer de réduire la perception de la densité. C'est de venir non plus avoir une seule barre, mais un élément qui vient s'affiner en partie centrale et avec un traitement architectural. Pareil, work in progress et chantier en cours. Mais on a une grande faille et ça nous permet de venir développer aussi un peu des typologies de logements différentes, puisqu'on a de part et d'autre des expressions d'espace extérieur un peu différents en fonction des logements. Et dans la faille, en partie centrale, on est sur des éléments, là, on a des très grands fenêtres bandeaux, toute la façade s'ouvre, et donc on est sur un dessin de logement un peu différent. Alors, c'est vrai qu'on a la chance sur ce projet-là, c'est un projet pour un bailleur social, donc Seine-Ouest Habitat,
c'est une donnée importante puisqu'on voit que la question de l'expérimentation dans le logement, elle est bien souvent portée par le logement social. Et donc, on a un maître d'ouvrage qui nous a, d'une part, plus que motivé, puisque la question du bois, ça je ne vous l'ai pas dit au début, c'était aussi une réponse d'une volonté un peu forte du maître d'ouvrage d'avoir un bâtiment à caractère biosourcé. Et donc, avec un label spécifique, en cherchant finalement le degré le plus élevé du label, qui obligeait d'avoir ces 80 kilos au mètre carré d'éléments constructifs en matériaux biosourcés. Donc, avec cette exigence-là, il était quasiment impossible d'aller construire en béton. On trouvait que l'expression bois liée à cette légèreté, à cette capacité de venir assembler les choses assez vite, donc de gain de temps de montage, ça nous permettait de venir compacter et réduire un peu le planning du chantier, puisque la problématique d'une école, c'est toujours le calendrier, l'ouverture de l'école par rapport à une rentrée scolaire. Donc, il fallait quand même pouvoir avoir la possibilité, par un temps de montage du gros œuvre assez rapide, de venir et puis de s'assurer de la bonne ouverture à la date souhaitée. Alors, cette vue, donc ça c'est une vue du concours. Ce qui est intéressant, c'était comment les deux systèmes se rencontrent. Donc là, on aperçoit sur la droite, c'est la cour de l'école, qui est au-dessus du niveau des petits. Donc, il se trouve au niveau de la cime des arbres de toute la partie qui est derrière, parce qu'on a un grand dégagement. Et donc, finalement, les éléments d'ossature du bois des logements viennent fabriquer comme une espèce de registre horizontal qui va créer un de plénum comme ça, et qui nous permet d'intégrer les filets de protection nécessaires, parce que malheureusement, quand il y a surplomb entre des éléments de programme et un programme scolaire, j'ai toujours peur que les gens jettent des choses, donc ils mettent des filets. Et donc, tout ce qui est intéressant, c'est que ce filet, il soit connecté à des jardiniers, et que ce soit le support de végétation, et que ce soit presque l'ossature, c'est le support de guirlandes, d'éléments de programme, d'éléments qui viennent un peu activer et dessiner la corde. Et donc, ce qu'on aperçoit sur la gauche, on a la cour des petits contrebas avec un flamant rose, un élément un peu anecdotique, mais qui vient, on a l'image sur ses grandes pattes, qui vient fabriquer une espèce de connexion entre la cour des petits et la cour des grands. Une connexion un peu comme ça qui se fait visuellement. Alors, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est finalement, ça bouleverse la construction bois, ça bouleverse tous les codes habituels de construction plus courante, sans ça réaliser en béton. Donc, on est sur un système de type CLT, donc c'est des couches de bois massif croisées, donc on voit des morceaux au sol. Donc, c'est des éléments qui arrivent préfabriqués, qui sont prédimensionnés, donc ils font sol, mur, refend. On aperçoit ici quelques éléments métalliques qui font finalement des jonctions entre les panneaux, mais on est sur ce que je trouve intéressant sur cette photo, c'est pas assez habitué. C'est la grue qui vient vraiment se poser sur le plancher, qui vient porter les éléments, qui viennent s'assembler très vite, et avec aussi la possibilité de venir ajouter des découpes s'il manque une réservation, des éléments d'assemblage. Il y a vraiment ce côté assez artisanal qui est hyper intéressant. Et puis on est en filière sèche, ça sent le bois, ça sent plus le béton, les assemblages vont assez vite, c'est un chantier sec, même si il y a la problématique des expositions aux intempéries. Et donc finalement, ça dessine un certain nombre d'éléments d'assemblage très différents, et on est dans une logique d'assemblage de couches. Donc là, on a un détail de principe, on voit sur un angle entre deux panneaux CLT, ça génère malgré tout des façades, des planchers qui sont de taille conséquente. C'est-à-dire que ce système constructif génère des épaisseurs et des problématiques actuelles qui sont assez particulières et qui requestionnent aussi la manière de dessiner les logements, puisque, petit exemple, on a des planchers, si on regarde ici la jonction de façade, on a plusieurs couches, et sur ce détail, on n'a pas la vêture extérieure qui est en bois. On a, rien que sur le complexe de façade, on a une trentaine de centimètres entre la couche d'isolant intérieur, le pare-vapeur intérieur, le pare-pluie extérieur, l'isolant extérieur. Donc, c'est un certain nombre de couches qu'il faut assembler, et avec toute cette logique de jonction entre les éléments. Là, on voit une jonction en partie haute entre un mur de refend, un voile de façade. En partie basse, c'est ce que j'expliquais, puisqu'on a un peu triché, pour certaines zones, on a besoin de portées plus conséquentes. On a mis quelques profils métalliques qui nous permettent de venir générer des portées plus importantes, puisqu'on était limité par une trame d'environ 5 mètres au niveau des éléments structurels. Et donc, on voit ces profils qui permettent de venir
tenir deux éléments de plancher en CLT. Donc, ça génère comme ça une esthétique sur le chantier qui est assez intéressante. Avec, donc, comme je vous l'ai expliqué, la question des dimensionnements. On voit par exemple, si on regarde le détail en bas à gauche du plancher, qu'un plancher en béton peut résoudre en 20 cm plus 5 cm de chape et de finition. Là, on est plutôt sur une quarantaine de centimètres, puisqu'on a le plancher CLT, une chape pour l'acoustique, un revêtement de sol, et en surface, un isolant, plus des couches de plâtre. Alors, ça pose la question, parce qu'on aime bien aussi avoir un regard critique un peu sur la question du bois, puisque le bois, sur ce projet-là, ce n'était pas tout dogmatique, ça nous paraissait la réponse la plus circonstanciée par rapport aux objectifs du projet. C'était le temps de montage, filière sèche, le fait d'être vertueux environnementalement. Ça pose quand même la question d'une réglementation qui, aujourd'hui, la réglementation au feu, oblige la mise en œuvre d'une quantité de plaques au plâtre assez conséquent pour protéger le bois au feu, malgré des PV qu'on avait sur le chantier. Donc, on a beaucoup bataillé avec le bureau de contrôle pour essayer de préserver quand même des parois en bois, parce que les panneaux CLT, donc c'est du glace. Bon, après, ça marque fortement une présence très forte dans les logements, mais c'est quand même un peu logique. Donc, on a essayé de garder le maximum de poteaux, les voiles qu'on pouvait possiblement conserver. Mais on a malgré tout la nécessité de venir, pour tous les planchers, venir générer ce doublage. Volonté qui était en plus accentuée par des problématiques d'acoustique, puisque on a des problématiques de bruit, d'impact, donc qui nécessitaient de venir pareil mettre de l'isolant. Donc c'est ce qu'on voit aussi, et ce que je trouve intéressant dans cette image, c'est dire qu'on est tous les réseaux, ils doivent bien passer quelque part, et on a un peu tendance à oublier tout ce qui passe dans l'épaisseur du béton au coulage. Et là, finalement, il y a toute une tripaille qui passe dans le plafond. Donc, c'est une des premières grosses opérations de logement tout en bois qu'on fait à l'agence. On travaille en parallèle sur un site des Jeux Olympiques. Pareil, il y a des exigences assez fortes en bois, donc on a essayé de développer aussi un peu des dispositifs pour étudier à quel endroit on fait passer les réseaux. Finalement, ça implique aussi une manière de dessiner le logement un peu différente, donc qui ouvre un peu le débat, qui n'a pas forcément été abouti dans ce projet-là, mais on garde dans un coin de la tête pour venir développer les projets suivants. Alors, bon, ça développe au sein des logements quand même. On a des parois qui sont d'épaisseur aussi assez conséquentes. On a ici, pour des petites vues, des différents types de logements. Je ne vais pas trop les développer, mais ce qu'on aperçoit ici, c'est ce qui est systématique dans le travail de l'agence, c'est la mise en place d'espaces extérieurs généreux. Donc là encore, on a un maître d'ouvrage qui nous a suivis, on a des espaces extérieurs qui sont très, très dimensionnés, et donc avec ces grandes ossature. Alors c'est vrai qu'on a une petite disparité entre l'image de départ et ce qui est ici. On aperçoit des verticalités en tube métallique. On avait déposé un premier permis de construire tout en bois. La ville, finalement, était assez frileuse. Ils avaient très peur, avec leur architecte conseil, de tous les assemblages bois et sur la pérennité du bois, finalement, dans sa finition, parce que dans la question du bois, c'est la question de la teinte blonde du bois tenue dans le temps en fonction des UV, en fonction de... Donc, ces espaces extérieurs, on est venu finalement générer des choses un peu mixtes, c'est-à-dire qu'on a des verticalités qui sont en tube métallique, on est sur des planchers, donc tout ça est autoportant, on a des poutres qui sont en bois et avec des planchers collaborants, donc des bacs métalliques sur lesquels on est venu mettre un platelage bois, et tout ça dans une enveloppe qui sera habillée avec des aimants métalliques bois pour finalement avoir le bois qui est plutôt révélé en fond de loggia et sous-face de balcon pour s'assurer d'une meilleure tenue dans le temps de la tente. Ouais, donc avec ici, on voit d'autres vues sur les assemblages. Donc, ce que je trouvais intéressant sur cette photo, c'est cette vraie logique, à l'inverse des projets que je vous ai montrés avant, où les éléments de béton, une fois mis en place, ça génère tout de suite l'esthétique de la façade. Là, on est dans une logique d'assemblage, de découpe, de pièces rapportées, des éléments assez complexes d'imbrication et aussi assez complexes entre les différents niveaux de tolérance, entre ce qui va être mis pour le béton, ce qui est mis pour le bois, pour la menuiserie. Voilà, j'ai terminé ma présentation, je vous remercie et puis je suis à l'écoute de vos questions. Merci Guillaume de cette présentation.
qui était très riche et très intéressant. Je vais laisser la place aux étudiants de poser des questions. Parce que voilà, je fais toujours comme ça, de mettre d'abord, que ce soit d'abord les étudiants qui vous questionnent et puis après on discute Très ensemble. bien. Bonjour. Bonjour. Moi, je me posais. Merci déjà pour la présentation, c'était extrêmement riche. Et enfin, je me faisais une réflexion sur les deux premiers projets en béton. Vous parliez beaucoup du travail des mots des natures qui est assez sensible que vous faites. Et alors sur celui en bois, on n'a pas vu les photos finales entre guillemets, mais est-ce que vous n'avez pas un peu la sensation que ce matériau vous bloque un peu plus justement dans ce dessin un peu plus sensible de détail? Vous voulez dire le bois? Ouais. Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça génère finalement une architecture qui est assez différente. On a malgré tout quand même, si on s'inscrit, c'est-à-dire que le bois, il implique un certain nombre de règles. Et si on s'inscrit dans ces règles, on sent quand même qu'on a de grandes possibilités pour composer. Mais je dois dire quand même qu'on a été exposé à un certain nombre de contraintes parce que actuellement, avec les réglementations en France, bah, le bois, c'est pas bien pour le feu, c'est pas bien pour l'acoustique, et le bois, ça aime pas l'eau. Mais si finalement on s'est pas positionné, on s'est positionné en se disant, il y a finalement, on serait beaucoup en béton, c'est pas pour se donner bonne conscience d'aller construire en bois, mais il y a une espèce de forme comme ça de nécessité. C'est-à-dire qu'on a toujours eu ce réflexe construire en béton. Peut-être que ça, c'est un peu terminé et qu'il faut peut-être aussi questionner des systèmes constructifs différents. Alors, c'est un peu une pirouette, ma réponse, mais je me dirais, peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'être dans une logique de construction mixte. C'est peut-être ça, finalement, et c'est ce qu'on essaie de développer. Alors, pas tout aborder, etc., mais c'est de se dire, finalement, la mise en place, peut-être, d'une première trame en béton, poteau-poutre, qui vient générer une ossature capable, et puis être dans une logique de remplissage de murs à ossature bois, de choses qui permettent de reconfigurer le logement, de reconfigurer la façade, de recomposer sur une base de structure. Ça permet sans doute d'avoir quelque chose qui donne plus de liberté. Après, on a sur ce projet quand même, puisqu'on est sur des éléments bois massifs, malgré tout, on a un taux de perforation des façades qui est très conséquent. C'est vrai qu'on est systématiquement dans les cas quand on travaille avec des promoteurs privés, on a souvent un peu la bataille du pourcentage de surface de vitrage par rapport à la taille du logement. Donc, on essaie toujours un peu de tricher pour ne pas croire que c'est peu vitré, alors que ça l'est beaucoup. Là, pour le bailleur social, pour lui, c'était pas une problématique. Donc, on a des logements qui sont relativement vitrés. Alors, exprès, je ne vous ai pas montré de photo finale. Alors, déjà, parce que ce n'est pas terminé. C'est une bonne raison. Mais surtout, c'était l'idée vraiment du projet qui est en cours de montage et un peu les réflexions aussi qu'on a par rapport à ce projet-là sur les imbrications, les problématiques auxquelles on est exposé. Mais peut-être la prochaine fois, je vous présenterai la version terminée. Et peut-être juste, je rebondis du coup, vous n'êtes pas le premier à nous montrer un projet en CLT Oui. dans ce cadre-là. Et moi, je m'interroge, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la seule manière de construire en bois sur des immeubles de plusieurs niveaux, ou est-ce que c'est une contrainte budgétaire? C'est pas du tout la seule manière, parce qu'on peut aussi construire en système à ossature avec des murs à ossature bois et plutôt en poteau-poutre. Là, clairement, en tout cas, nous, c'est un appel d'offres qui a été lancé, on aperçoit l'entreprise La Matisse, qui est une entreprise spécialisée bois. On a une filière bois qui est en train de se mettre en place en France, parce que on voit pour l'instant tous les projets bois sur les cartons sont tous en train de sortir. Il y a une filière qui n'est pas forcément très en place. Matisse construit principalement en panneaux type CLT. Donc, nous, quand on a élaboré ce projet, on a essayé de travailler assez en amont avec eux pour que les détails que l'on dessine ne soient pas trop déconnants par rapport à une réalité constructive. Mais après, ce n'est pas du tout le seul système. Et de toute façon, je pense qu'assez vite, voilà, et notamment avec tous les projets pour les JO qui ont des obligations de construction bois fiables et saturées, donc il faudra opter vers d'autres
d'autres manières de construire, et notamment avec tout ce qui est mur à ossature bois. C'est vrai que là, on a des façades porteuses en bois. Imaginez tous ces systèmes plutôt poutre avec des éléments de remplissage. Même si ça reste tout en bois, c'est une manière un peu très différente de concevoir. Après, la problématique du bois, ce que je vous disais, c'est que c'est très dimensionnant. C'est-à-dire que ça re-questionne aussi, parce que bon, je passe un peu toutes les logiques dans les plans et à chaque fois un peu de rentabilité entre la hauteur construite et finalement la hauteur du logement final. On surdimensionne les éléments structurels, puisque des planchers qui font 40 cm, forcément, quand on empile les niveaux, parfois on perd un niveau et le promoteur dit, le client nous dit, mais vous auriez pu faire un niveau de plus si vous aviez construit différemment. Donc, ça questionne aussi un peu ces logiques et ces hauteurs. La différence entre le bois et le béton, j'imagine, c'est que quand on a des poutres en bois dans un logement, c'est vachement plus accepté, des poutres et des poteaux bois, que d'avoir des poutres et des poteaux béton, parce qu'on est persuadé, peut-être à tort, hein, mais que tous les éléments béton sur un référentiel de hauteur de logement, on saurait les intégrer. En bois, il y a un côté sympathique et acceptable de la structure visible. Merci. J'aurais une question toujours sur le bois, c'est que vous parliez du coup que ce qui avait été compliqué enfin, au niveau du projet, ça avait été au niveau de la teinte du bois qu'elle est grisée. Et du coup, en fait, c'était vraiment une volonté esthétique de la maîtrise d'ouvrage ou de la ville de vouloir vraiment garder cette teinte particulière qui, on le sait tous, va passer et ne reste pas sur le bois. Et est-ce que, est-ce que vous avez peut-être proposé, je ne sais pas, de pré-griser, etc. Enfin, voilà. Oui, exactement. En fait, ce qu'on voit ici, ce n'est pas du tout l'image finale. Et c'est là où c'est intéressant de voir par rapport aux autres projets où on avait le système constructif donne l'aspect final. On a la ville était quand même assez réticente aux constructions bois, puisqu'ils avaient très peur je crois qu'ils ont eu quelques opérations où ça s'est pas très bien passé, où on a un vieillissement prématuré du bois, on a des façades qui ont gardé le teint blond et puis d'autres qui sont grisées, voire noires avec des coulures. Donc, finalement, tous les éléments d'espace extérieur qui sont avec les poteaux, qui sont des tubes d'acier, et on vient faire un habillage des horizontales en bois. Et les panneaux CLT, ils ne peuvent pas, puisque de toute façon, dans une logique de couche, on est obligé de mettre un isolant extérieur et par vapeur. Et donc, on a un revêtement extérieur encore en bois. Donc là, c'est un cattelage bois qui est pré-grisé. Alors, on avait initialement prévu un châtaignier pré-grisé naturellement, le temps on dit pré-grisage, ça devienne gris, extrêmement long, pas du tout compatible avec les échelles de chantier, parce que il y a des pénuries un peu terribles maintenant sur tous ces matériaux-là, parce que chose qui se généralise. Donc, il fallait assez en amont du chantier venir un peu sécuriser les commandes des éléments bois. Donc, on est sur un mélèze qui est pré-grisé, donc il a finalement une teinte légèrement grise qui va s'éclaircir un peu et un peu se métalliser, enfin avoir un gris un peu métallisé avec le temps, qui nous plaisait bien, ce qui évite d'avoir ce côté-là. Par contre, parce on se posait la question en fonction des expositions, toutes les sous-faces qu'on aperçoit ici, puisque c'est des sous-faces qui sont protégées grande partie du rayonnement des UV et de l'eau, là par contre, on a mis un platelage en mélèze de teinte naturelle, donc qui donne cet aspect très bon. Quand on est depuis l'espace public, vu la profondeur de ces espaces extérieurs qui font quand même 1,80 m voire 2 mètres, la sous-face, finalement, ça dessine la façade en perspective. Et donc, ça vient un peu restituer cette présence de la teinte originelle du bois. C'est vrai que c'est un questionnement qu'on a nous à l'agence, hein, on construit tout en bois, et à la fin, finalement, l'essence même du bois a tendance à pas mal disparaître. Donc, c'est bien de savoir que c'est construit en bois, mais finalement, il y a assez peu d'éléments qui viennent donner la trace du bois d'origine dans le projet. Bonjour, moi j'avais une question pour le projet à Bordeaux. Vous disiez qu'il respectait du coup une espèce de hiérarchie structurelle
entre la partie basse qui est très épaisse et la partie haute qui s'affine. Est-ce que du coup, vous avez vraiment fait des calculs pour que ça soit optimisé en partie haute jusqu'à la partie basse, ou c'est plutôt un désir architectural et vous avez dessiné plutôt pour que ce soit visuel, mais pas vraiment appliqué comme tel? Alors, je dirais un peu l'un et l'autre, parce que on avait cette volonté de venir affiner, je pense quand même malgré tout, sur les éléments fins en tout cas, c'est un peu le juste dimensionnement. Ce qu'on n'aperçoit pas trop sur cette image et qui a eu une incidence malgré tout sur la largeur des trumeaux, c'est leur profondeur. Puisque nous, dans le dessin initial, on avait quelque chose qui était peut-être un peu plus monolithique, c'est-à-dire que la profondeur des éléments était quasiment égale à la largeur, pour qu'on ait vraiment cette logique un peu de poteau. On ne voulait pas que ça constitue un élément de dentelle un peu fragile, mais que ça exprime plutôt quelque chose de l'ordre de la colonne, enfin, qui a une vraie épaisseur, une vraie profondeur qui vient accentuer la présence de l'ombre. Donc, il a fallu un peu batailler avec le client parce que forcément, qui dit épaisseur dit perte de surface. Sur les niveaux bas, on avait tendance à vouloir un peu surdimensionner les éléments par rapport à la nécessité. Donc là, je pense qu'on était un peu dans un équilibre entre ce qui était nécessaire structurellement et qu'on a un peu surdimensionné pour marquer cette présence. Parce qu'il y a aussi, dans cette volonté d'éléments qui s'affinent, certes d'exprimer la logique structurelle, mais c'était aussi le rapport à l'espace public. Parce qu'on trouve ça bien, au fur et à mesure qu'on monte, finalement, on est un peu plus dans l'espace public et la question de l'intimité est traitée un peu différemment. Dans les niveaux bas, un peu plus fermés, on a cette présence de trumeaux plus régulière qui viennent finalement raccourcir la présence de l'objet. Et dans les niveaux hauts, on est plus projeté dans le grand paysage, beaucoup plus d'intimité vis-à-vis de l'espace public. Et donc, c'était pour ça qu'on avait cette réponse-là. Mais c'est vrai que cet élément-là est parti plutôt vraiment d'un dessin d'architecte et après un travail assez fin avec l'entreprise pour bien dimensionner les éléments. Mais toute la poutre du niveau bas, pour le coup, celle qui surélève le bâtiment, on a dû batailler avec l'entreprise pour avoir une poutre qui ne fait pas 50 cm de plus. Ok. Merci beaucoup. Allez, posez des questions, soyez pas timide. Bonjour. Moi, je me demandais, vous avez fait quelle école? Parce que quand je vois le béton avec le bois, ça me rappelle quelque chose qu'on connaît. J'ai fait l'école Paris-Malaquais. J'ai commencé mes études à Paris-Villemain. C'est une vieille école qui n'existe plus depuis longtemps. Et après, j'ai fait mes études à Paris-Malaquais et j'ai ensuite, je suis parti un peu étudier à Barcelone. Où j'ai fait vous aviez quoi en tête? Notre école est en béton et en bois, pareil. Et c'est un peu la mise en scène de ces deux matériaux un peu partout. Et du coup, c'est vrai que ça faisait vachement écho à ce qu'on voit tous les jours à l'école. C'est vrai que on a beaucoup de projets à l'agence où on exprime ces deux matérialités-là qui se combinent assez bien ensemble. Et c'est vrai qu'on a un peu une culture du béton aussi à l'agence. On fait beaucoup de projets, on essaye d'exprimer alors parfois des niveaux de réussite un peu différents sur le rendu final, parce que c'est extrêmement difficile de venir générer des façades en béton, parce que ce soit l'élément préfabriqué, on a l'avantage de pouvoir gérer vraiment la qualité de l'élément qui sort très en amont, mais après il y a le risque, une fois que c'est mis en place, que la pièce soit ébréchée, cassée, etc. Vu que c'est un élément qui arrive fini, dès qu'il y a un désordre sur place, typiquement là, toutes ces poutres et ces poteaux, une fois qu'ils étaient clavetés, aller dire à l'entreprise, telle poutre, il y a un éclat, il faut la changer, c'est possible. Et puis, le couler en place, il y a toujours un peu le risque du résultat. Du coup, c'est vrai qu'on a à l'agence un peu cette idée, et je n'ai pas vraiment développé, mais ici, les Moulineaux, on voit bien que dans le socle, le béton, il est imparfait, c'est une matière imparfaite, mais ce côté imparfait, il nous plaît. Et en contraste avec quelque chose en bois, parce que le bois, c'est
c'est le travail du menuisier, quoi. C'est la tolérance au millimètre. Et donc, on arrive à générer un contraste entre quelque chose qui est hyper réglé de la fenêtre avec la menuiserie, les assemblages, le génie de l'assemblage en bois, l'élément qui peut être retouché, retravaillé, refaçonné un peu extrait, enfin, jusqu'à que l'entreprise perd patience. Et donc, on arrive à générer comme ça cet effet un peu de contraste de rendu. Et c'est pour ça que je trouve que l'assemblage des deux, l'un sert l'autre. C'est-à-dire que le béton qui est parfois subi des désordres, ça vient mettre en valeur le bois très réglé. Et puis le bois très réglé, ça vient aussi en contraste du béton très vivant. Bonjour. J'avais une question sur la manière dont vous concevez les projets, parce que au début de votre présentation, vous disiez que vous montriez les assemblages des éléments, etc. Et puis c'est vrai qu'on voit qu'il y a vachement cette culture-là dans vos projets. Mais pour autant, j'ai l'impression que l'expression architecturale, c'est plutôt… alors là, si on enlève les loggias, c'est quand même plutôt monolithique avec des vues cadrées. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est vraiment les assemblages et la manière, le dessin des poutres, etc., les modélatures, qui vont créer le projet à leur base, ou alors c'est plutôt un dessin d'un volume, et puis ensuite, ça va venir agrémenter le projet, on va dire. En fait, on a plusieurs… c'est ce que je disais un peu au début, le projet il s'inscrit dans un récit, il y a plusieurs facteurs, plusieurs paramètres. Et l'idée, c'est un peu de les mettre en musique, ces différents paramètres. Par exemple, ce projet de Bordeaux, il y avait, et pour des opérations de logement, on essaie quand même d'aborder le projet aussi par rapport à une volonté de qualité de logement. La qualité de logement, ça passait par un espace extérieur généreux et une figure, un bâtiment qui permet, par un jeu de découpage, de venir faire rentrer la lumière en cœur d'îlot, de générer pour les logements qui sont à l'arrière des vues. Finalement, ça part de l'essence du programme. C'est l'usage. L'usage, l'espace extérieur bien éclairé, c'est les parties communes disposées de telle manière à ce qu'on puisse apporter de la lumière naturelle. Et en parallèle, il y avait une autre couche, c'était la question de la densité, parce que malgré tout, on monte à R+10, on est sur quelque chose de très exposé. Et on s'était dit, tout ce travail sur l'espace extérieur et sur cette découpe, sur ces éléments monolithiques, il faut arriver à traiter une certaine forme d'abstraction, entre guillemets, de la façade, c'est-à-dire être dans la logique d'empilement d'étages, pour que la façade là, qui est disposée au second plan, alors j'allais dire, elle est présente, mais elle disparaît quand même un peu, parce qu'on a la lecture de quelque chose qui floute le rapport d'échelle. Et c'est vrai que nous, on aime bien travailler là-dessus, c'est la mise en place d'un dispositif pour des qualités d'usage, pour des qualités de logement, parce qu'avant tout, la réponse à ce projet-là, c'est une opération de logement, c'est des logements qui font face à un panorama assez extraordinaire. Il faut faire en sorte que ce soit des logements de qualité. Et c'est un peu comme ça qu'on aborde le projet. Après, le travail de découpe, presque, il se fait, on a assemblé les programmes de logement, c'est pas celui-là, il n'est pas très bien, on le ressort. Et je ne cache pas, il y a aussi quand même une approche un peu plastique, c'est ne pas le nier, mais ça doit être fait au profit de volonté d'apport de lumière au cœur d'îlot, de rapport d'échelle. Ce qui était aussi important, c'est l'image que je montre au début, c'est quand on est ici, là, depuis la vue sur les quais, c'était d'arriver à générer une espèce de skyline un peu variée. Parce qu'on est dans la réponse au projet, c'est un peu bataillé avec la ville, c'est qu'on a un peu sorti des plafonds de hauteur. C'est-à-dire que finalement, le même projet, on pouvait le faire en faisant un R+6 très horizontal qui fabriquait un front bâti directement sur la Garonne. Mais compte tenu des épaisseurs, ça générait un avant, un arrière, et ça allait bloquer le bâtiment qui était derrière. Donc finalement, c'est ces éléments-là qui sont venus nourrir le projet. Après, les logiques d'assemblage, pour nous, le projet, il se nourrit quasiment jusqu'à la fin du chantier. C'est-à-dire que c'est ce que je vous expliquais pour ce projet sur le traitement de la mantille. On avait initialement prévu 2 teintes de béton. Puis c'est en travaillant avec l'entreprise, c'est non, mais on se rend compte, le sablage est suffisant, ça crée des effets de matière, et donc ça accentue l'image, parce que les effets de matière, clairement sur les images du projet, sur la variation entre des éléments lisses et des éléments qui sont ici sablés, mais qui étaient 2 teintes de béton,
c'était très fort sur l'image. Et donc, au niveau du chantier, on a changé un peu notre fusil d'épaule par rapport à ça. Pareil, on avait dessiné un calpinage, hein, qu'on avait dessiné avec le bureau d'études structures, qu'on n'a pas du tout respecté. On a refait complètement le calpinage avec l'entreprise, mais c'était un vrai dessin. C'était de la conception qui avait une logique, mais qui a mis en place un élément qu'on n'a pas subi. Et donc, c'est pour ça aussi que je dis l'importance de l'acte de construire, du suivi de chantier. On essaye de manière systématique à l'agence de faire des suivis de chantier de nos opérations, parce que la tendance, est quand même, de déposséder l'architecte, le concepteur du suivi de chantier, avec juste une petite mission pour venir choisir les matériaux pour s'assurer que ce soit conforme en permis de construire. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des visas, travailler avec l'entreprise, et hyper enrichissant, parce qu'à un moment donné, où il y a un savoir-faire, ne serait-ce que de tout ce qui est méthodologie. C'est-à-dire qu'on a beau connaître un peu le système constructif, l'intelligence de l'entreprise sur comment ils vont mettre en chose, comment ils vont finalement assembler toutes ces tâches, des problématiques qu'on oublie, du transport, l'interaction avec les entreprises. Donc finalement, cette logique de détail, elle se fabrique un peu, elle se précise à chacune des phases. Ok, merci. D'autres questions? Allez-y, profitez. Vous pouvez lui demander de faire un stage chez eux, voilà. Il faut que vous faites des questions qui aient l'air intelligentes pour qu'ils vous prennent quand même. Une bonne question sur un stage, c'est ça? Vous avez, dehors de blague, vous avez d'autres questions? Je pense que non. Donc, voilà. Merci Guillaume. C'était une présentation très intéressante. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la façon où tu expliquais la fabrication de projet, donc qui n'est pas seulement une vue de l'esprit ou une réflexion détachée de l'acte de bâtir. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, le projet, je les connaissais déjà parce qu'on se connaît, mais la façon dont tu les expliquais, ça me paraissait très intéressant. Il y a toujours la question de bois, et je reviens sur la question de Margot, parce que je sais que Margot elle est très attachée à ces questions-là, et aussi à une réflexion que nous, on mène à l'agence par rapport à la construction de bois. Parce que moi, on discutait avec Anna Maria, et on est assez convaincus que cette question de bois CLT, en fait, c'est qu'on l'utilise beaucoup parce que ça ressemble à, disons que ça ressemble au matériau qu'il essaie de remplacer, qui est le béton. C'est-à-dire le fait que le CLT ait pris cette dimension ces dernières années en France, c'est que plus qu'ailleurs, parce qu'en Espagne, par exemple, la construction en bois démarre aussi, pas à la même vitesse, mais démarre aussi, mais pas forcément une CLT. Donc, on connaît tous cette histoire de logement en France avec la fabrication de bâtiments, avec les voiles, système porteur en voile, etc. Et on a quand même assez l'impression que cette question de CLT vient de se dire, ou de rassurer les archives, mais notamment les promoteurs, qu'on peut faire quand même le même système ou le même modèle de logement avec un matériau différent. Donc, ça, c'est une question que je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je suis assez d'accord. C'est parce qu'au-delà de... Je sais qu'on est assez souvent confronté dans les logements, ne serait-ce que quand on essaie de faire des systèmes poteau-poutre, alors qui est alternative en bois. C'est finalement toute la question de ces murs séparatifs, cette espèce d'obsession que ça doit être un élément lourd, massif, qui va forcément séparer les logements entre eux, que les gens ne pourront pas passer au travers, c'est éléments légers, et parce que finalement, toutes les cloisons légères permettraient de traiter l'acoustique, de faire toutes ces logiques de remplissage. Finalement, ça questionne, c'est ça, la division d'un plan en différents logements. Alors, c'est sûr que
nous, là, et c'est un peu la réflexion qu'on avait, ce qu'on dit à la fin, par rapport au CLT qui est assez bridé par rapport à un certain nombre de choses, finalement, des éléments mixtes, bah, ça implique d'être plutôt sur une logique de plan beaucoup plus flexible, de beaucoup plus appropriable, finalement une manière de dessiner le logement très différente. Là, on est un peu dans l'innovation, l'expérimentation, même s'il y a déjà plein d'opérations qui intègrent ce genre d'éléments-là, qui font peut-être un peu perdre leurs repères aux promoteurs. C'est sûr que quand on se pose la question aujourd'hui de comment dessiner un logement, le T4, le T5 classique avec la partition jour-nuit, et puis avec des bons voiles de béton entre les logements, clairement, tout ça, c'est obsolète. Et les systèmes constructifs doivent permettre d'apporter des réponses différentes. C'est vrai que là, tout à fait d'accord avec toi, le CLT, en mission logique, il n'est pas coulé en place, mais il vient assembler, fabriquer des refends, des éléments d'une épaisseur conséquente et immuable. C'est mis en place. On n'a plus la possibilité de venir, il faut le prévoir en amont, hein, de relier deux logements, de changer cette flexibilité. En fait, c'est drôle parce que tu parlais que peut-être le système poteau-poutre en bois, il pouvait être plus acceptable parce qu'il y a toujours ce charme de croire que parce qu'on a des poutres en bois, on est au Marais à Paris, un truc comme ça. Mais c'est drôle parce qu'en Espagne, les logements où j'habitais en Espagne, j'imagine que tu l'as vu quand tu étais à Barcelone, mais on a des poutres béton et des poteaux qui sont visibles dans le logement. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, nous, on ne comprenait pas au début d'être en France cette obsession de vouloir cacher les poteaux et les poutres, parce que nous, on les voit dans le logement en Espagne. Et donc, du coup, je pense qu'il y a toute peut-être une pédagogie ou une culture à retravailler ou à refabriquer pour expliquer que ce soit en béton, en bois ou en acier, pour expliquer que montrer un poteau ou montrer une poutre, ce n'est pas forcément un élément il n'a pas réussi son logement, quoi. Tu vois? Oui, mais ça implique, je pense, des standards un peu différents, parce que une poutre en béton dans un logement où tu as 2,70 m, 2,80 m de hauteur sous plafond, même si tu redescends à 2,20 m, 2,30 m, c'est tout à fait acceptable. Le standard du logement avec le sacro-saint 2,50 m, plus ou moins 1 centimètre en fonction de la qualité de finition de l'entreprise, du bordeur, forcément, on est déjà tellement dans un minimum de hauteur que tous les éléments qui vont sortir de ce plafond de hauteur, ça va être assez anxiogène. Et puis, il y a aussi cette idée que le béton il doit être systématiquement enduit et peint. Et ça fait perdre la noblesse de ce matériau. C'est que, au lieu d'être quelque chose qui va permettre de générer des formes assez extraordinaires, des effets de finition, des effets de matière, finalement, on a fait juste un élément constructif de base, mal coulé, mal fini, mais on sait qu'il est maquillé à la fin et puis qu'il disparaît. Mais ça questionne beaucoup de standards du logement. Oui, c'est vrai qu'il y a en Bretagne, c'est encore, à l'école de Bretagne en tout cas, c'est assez marqué, cette diabolisation, je dirais, du béton comme un matériau mal aimé. Mais je trouve que c'est assez intéressant, justement, le projet qui était montré et toute cette série de projets qu'on voit apparaître aujourd'hui avec cette sorte de château extérieur qui exprime une modénature et qui est faite en béton. Donc, le projet qui était montré, je pense aussi à Charles-Henri Tachon, à des gens comme ça qui commencent à essayer de montrer le béton sur un autre jour. Et je pense que c'est assez éducatif, même si dans notre école qu'on est très paille et bois, ça se fait moins, mais je suis assez attaché à cette question de se dire qu'on n'est pas obligé que le matériau, ce n'est pas une excuse. Le matériau, c'est un élément de fabrique. Et donc, du coup, on peut fabriquer des bonnes architectures très écolo en béton, en bois, en acier, en paille, en tout, quoi, en terre, mais qu'on n'est pas dans une diabolisation d'un matériau ou de l'autre, quoi. Surtout qu'avec le bois, avec la réglementation actuelle, au final, on ne fait pas l'exercice parce qu'on coche les cases. Mais ça serait intéressant d'étudier le bilan carbone du bâtiment à la fin, puisqu'on est obligé finalement, avec tous les doublages de plaques de plâtre,
pour faire les protections au feu, qui sont vraiment obligés par la réglementation. On a les cahiers techniques du CSTD qui nous imposent de faire la tenue au feu par des éléments rapportés de type plâtre. Il n'y a pas 50 000 possibilités, alors qu'on avait les PV avec les éléments en bois. Finalement, ça vient apporter sur le chantier des éléments dont l'empreinte carbone est catastrophique. Et c'est vrai que c'est un peu le travers de la construction actuelle, mais je pense que ça va changer quand la filière va vraiment se développer. C'est qu'on est dans une logique d'assemblage d'éléments de second œuvre très conséquent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de couches. Et tout ça, ça a forcément une incidence sur le coût de projet. On voit là sur cette photo, donc c'est le projet qu'on fait pour un bailleur social. À gauche, on a une autre opération qu'on fait pour un promoteur privé. On a 500 € d'écart au mètre carré entre les deux constructions, parce que l'une est en bois et l'autre est en béton. Ça implique un certain nombre de coûts. Donc, mais on a bon espoir que les choses évoluent. Puis, là, c'est en expérimentant ce genre de choses aussi qu'on peut voir un peu quels sont les travers, comment corriger les choses et vers quoi tendre. Et c'est vrai qu'on ne diabolise pas le béton, même si on en a, je pense, on est un peu usé de devoir systématiquement expliquer à tous les clients quand les bétons sont laissés bruts, que c'est un aspect souhaité, que le béton c'est vivant, qu'il y a du bullage, qu'il y a de la ségrégation, qu'on ne va pas l'enduire, parce que si on enduit, qu'on met une lasure dessus, encore, ça va être pire. Voilà, il y a une culture aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être par la mauvaise utilisation de matériaux, il y a une sorte, nous le voyons beaucoup dans la ZAC Playel, avec des discussions avec les différents promoteurs, ils veulent toujours mettre de l'enduit partout. Moi, nous, on est des radicales contre l'enduit, donc on bloque tous les PC, parce que tu le sais, on est urbaniste sur le truc de Playel, on bloque tous les PC avec de l'enduit, systématiquement. Ça, c'est bien. Mais l'enduit, c'est un cache-misère. Non, mais surtout qu'au bout de 4 ans, c'est dégueulasse, quoi. Je suis gentil à bout de 4 ans. Au bout de 2 ans, c'est dégueulasse, quoi. Moi, je dirais même que c'est dégueulasse le jour de la réception. Oui. Pour d'autres raisons. Oui, mais bon. Voilà. Donc c'est des belles questions d'architecture, je pense. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant de finaliser avec Guillaume. Ça va? Donc, je te remercie, Guillaume, de ton temps. Merci pour votre attention. Oui, c'était très, très riche et très intéressant, les 3 projets que tu nous as présentés. Et je vous le dis, il faut que vous allez visiter le site, si vous ne l'avez pas fait, de l'agence, parce que ça, c'est qu'un tout petit exemple de la quantité faramineuse de projets qu'ils ont, donc qu'ils font et qui sont toujours très réfléchis, je pense. Donc je vous invite à regarder son travail et à apprendre aussi de ce qu'ils font. Voilà. Donc, merci Guillaume. On se rappelle un de ces 4. On discute.